Tripoli, il y avait tellement de gangstérisme qu'aujourd'hui, sous Patrice Talon, tous ceux qui... Laissez-moi finir. Et vous avez cité même celui qui a volé l'argent des Hollandais, qui est aujourd'hui, qui est un ancien ministre, M. Kassa Barthélémy. Ce que vous avez omis de dire, c'est que si Patrice Talon avait une si bonne volonté dans la lutte contre la corruption, quand il a fait enlever l'immunité de Genotin, il a fait enlever l'immunité du pauvre député, mais pourquoi n'a-t-il pas fait enlever l'immunité de Kassa? Parce que Kassa est un de ses soutiens. Donc, vous voyez, il y a toute une confusion dans ce que vous dites là, et je ne vous permettrai pas aujourd'hui de mentir éventuellement comme ça aux Béninois qui nous suivent. Il faut être dans une vraie logique. Ce que je veux vous dire, c'est que la volonté de démocratie de M. Patrice Talon revient au camp Patrice Talon. Elle n'est pas nationale, elle n'est pas au profit des actions pour l'épanouissement du peuple béninois. Parce que si ça avait été le cas, à chaque fois que Patrice Talon a échoué par la gauche, il reprend par la droite et il réussit. S'il voulait vraiment amender la Constitution pour limiter les pouvoirs du chef de l'État, quand il ne l'a pas fait avec la 7e législature, il a réussi à nommer 83 députés et ces 83 députés lui ont permis non seulement de changer le régime politique du pays, mais de créer une nouvelle république. Par conséquent, s'ils avaient autant de volonté pour limiter... Donc, j'aimerais donc avoir les enquêtes sociologiques donc, qui vous ont permis d'avoir cela. Vous pouvez l'envoyer par l'animateur, par M. Diossou. Je viens de le faire. Vous avez tout de suite le lien pour y accéder tout de suite. Je vais le faire dans le chat. Merci beaucoup. Donc, je vais voir. Parce que moi j'en doute. Hein, mais bon, enfin, surtout dans nos contrées ici. C'est sur le site du gouvernement, monsieur. Donc, alors, là aussi, vous voyez, hein, quand on isole quelque chose d'un contexte, encore faut-il donc regarder l'ensemble de cela. Enfin, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Vous demandez un chiffre, vous donnez la source, et maintenant vous parlez de prélèvement. Monsieur Bouloucha, laissez-le aller au bout de ces idées. Oui. Alors, donc les aspirants. Vous savez, il se fait que avant 2016, j'ai eu à regarder le programme du candidat Talon sur l'éducation nationale. Nous avions très exactement 83 000 agents permanents de l'État, dont 44 000 sont des ACE, des agents contractuels de l'État. Des agents titulaires, nous en avons que comme 34 000 et quelques. Et puis, donc, il y a d'autres choses. Savez-vous que depuis que ce gouvernement est là, au niveau de l'éducation nationale, c'est plus de 20 000, je dis bien plus de 20 000 collègues qui ont été recrutés, consolidés dans les corps, dans l'ensemble des corps. Il n'y en a pas encore assez. Pourquoi? Parce que là aussi, quand j'ai regardé ce dont... En fait, je me fais le porte-voix des 96% de mortalité infanto-juvénile au Bénin, qui fait du Bénin le pays qui tient la queue du peloton après le Tchad avec 160% et après le Mali avec 127%. C'est de cela que moi je veux parler. Je ne veux pas parler de vos 0,01% de privilégiés qui défendent leur gâteau pour utiliser une analogie que vous avez utilisée vous-même. Je me fais le porte-voix des aspirants que mercredi dernier, l'on a décidé en fait de taxer davantage les préinsérés qui n'ont aucun statut, qui n'ont aucune identité, qui n'ont aucune humanité de reconnue à eux par le régime, mais qui sont la pierre angulaire du système d'éducation de ce pays-là et à qui on vient en fait d'imposer, au risque de les radier de quoi je ne sais même pas, 30 heures d'enseignement par semaine. 30 heures d'enseignement par semaine. Quand l'on pense qu'une heure d'enseignement pour un enseignant équivaut en réalité à 4 heures de travail assidu et non-stop. C'est de cela que je me fais le porte-voix. Et je ne suis partisan
de personne, en tout cas, d'aucune classe politique, de quelque façon que ce soit. En réalité, et je vais essayer de conclure là-dessus, lorsque l'on établit quelque chose comme priorité, ah oui, vous avez parlé des chiffres, monsieur Haïti, je vais vous parler des chiffres. En réalité, je ne me présente jamais. On ne me prend jamais sur ce coup-là, jamais. Donc, du gouvernement, il se fait, et là, je suis en total désaccord avec vous. Le budget sous Yaïboni, j'ai regardé les 5 dernières années, c'est-à-dire donc de 2012 jusqu'à 2011 jusqu'à 2015, jusqu'à 2014, c'était autour de entre 1000 et 1100 milliards de francs CFA. Le budget de Patrice Talon, depuis qu'il est arrivé, tourne autour de 1700 000. Le budget de l'affichage, le budget n'a jamais été comblé. Jamais comblé. Écoutez, bon, vous voyez, non, vous donnez vos chiffres, je vous donne les miens. C'est de l'affichage, ça n'a jamais été comblé. Monsieur Bono-Richard. Vous allez reprendre chaque année le budget voté en décembre. D'accord? Vous allez prendre donc cela et vous allez le constater depuis 2017. Parce que le premier budget réel du président Talon a été voté à la fin de 2016 pour l'année civile 2017. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui fait que vous allez regarder, le dernier, celui qu'on a voté en décembre dernier, devait tourner autour de 1900 milliards de francs CFA. Et c'est ça qui permet d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous parlez donc de gâteau, quand vous passez de 1100 milliards donc à 1900 milliards, c'est très substantiel parce qu'on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on est en train de faire au niveau des asphaltages, au niveau donc de l'énergie, etc., sans avoir donc des investissements massifs. Et aujourd'hui, il était prévu 6 à 7 000. Et on est aujourd'hui à 4 000 et quelques. Donc, ce que je vous accorde, c'est que tout n'est pas encore fini. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Hein. Bon. Donc, vous voyez, nous sommes dans des domaines au moins où je regarde. D'abord parce que j'ai été un ancien vice-président de Lille Métropole Communauté Urbaine. Chez nous là-bas, on gère 1 milliard à 300 millions d'euros de budget. Bon, et donc, rien que mon département, donc pour les universités lilloises, c'est un accompagnement. Hein. Je parle du budget d'État. C'est au Pierre Mauroy, au Martine Aubry. Rien que pour moi-même, c'est 1 500 000 euros de budget de fonctionnement et 4 à 5. On va revenir au palier 1 du PAG, qui est consolider la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance. Et il y a le premier axe, renforcement des bases de la démocratie et de l'état de droit. Et il y a 3 actions majeures que le gouvernement avait prévues, c'est-à-dire rétablir un état respectueux des principes de la démocratie. Deuxième action, promouvoir une justice indépendante. Donc, je vais revenir vraiment à l'ossature de l'émission initiale. Donc, je vous redonne la parole au professeur Faustin Haïti de nous dire, sur ces 2 premiers éléments-là, concernant l'état de droit et l'indépendance de la justice, quelles sont les avancées que nous avons connues au cours des 4 dernières années? Alors, donc, tout à l'heure, je disais que le candidat Talon avait eu un projet de société qu'il avait présenté aux compatriotes. Et dans ce projet de société, effectivement, donc, en premier point, il y avait ça. Il y avait, parce que quand on n'est pas politicien, c'était son cas. Il était homme d'affaires, il était chef d'entreprise. Yeah. Et quand on voit tout ce qui se passe, on se dit, mais ce n'est pas possible. Donc, il avait proposé de toiletter la Constitution. Mais pourquoi toiletter la Constitution? Il avait d'abord proposé, donc, amener bien sûr donc, le mandat donc, à 5 ans. Bon, ça peut se discuter, hein, bien évidemment. Mais il avait surtout dit que nous avons un certain nombre d'institutions où c'est le président de la République qui nomme. Par exemple, la Cour constitutionnelle que mes protagonistes aiment tant titiller, la Cour Dioguenou, qui n'est pas mieux ni pire que la Cour Olo ou la Cour Dossou avant, voilà,
C'est la Constitution dit que c'est le président qui nomme, je crois que ça doit être 3, et puis l'Assemblée nationale 4. Enfin, en tout cas, et il dit non, dorénavant, il faudra que ça soit 1 pour le président, 2 pour l'Assemblée nationale et 6 pour les acteurs, ce qui paraît de bon sens. Même chose pour la HAC, le CSM, etc. Donc, il a fait pour essayer donc d'amener donc une certaine démocratie pour que les acteurs concernés puissent vraiment effectivement discuter de leurs problèmes. Il avait souhaité cela. Mais voilà, qu'a-t-on vu? La 7e législature a bloqué, n'a même pas voulu discuter. Ils ont voté en commission à 14 contre 1, je crois, oui, et en plénière, ils ont dit non, nous ne voulons même pas en discuter. Et c'est les mêmes après, d'ailleurs, qui font un certain nombre de remarques et de reproches donc, au gouvernement. Bon, celui qui vous propose cela en disant, j'admets que le poids du président, le poids de l'Assemblée nationale, c'est trop important dans ces institutions, que, au niveau de la CSM, que je ne souhaite même plus donc, être le président, enfin, etc., vous refusez. Et aujourd'hui, vous dites, ah, il y a un problème de démocratie. Non, je suis désolé. Ensuite, après, ben, nous sommes dans un pays de lois et de textes. C'est la 7e législature qui a voté les lois qui, par la suite, ont encadré toutes les élections que nous avons eues. Bien évidemment, après la 7e législature, il y a eu la 8e qui a voté les codes électoraux, puisque de toutes les façons, avant chaque élection, ben, on réajuste au niveau du code électoral. Les mêmes refusent de participer aux élections, refusent de... la loi que ceux-là eux-mêmes ont votée, ils refusent son application en disant qu'il faut donc enlever la situation. Donc, vous voyez, nous sommes dans un monde où, quand on fait de la politique comme vos amis le font, malheureusement, ça ne nous emmène pas trop loin, malheureusement. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la loi de la 7e législature qui a dit qu'il faut donc partir. C'est cette même loi qui nous dit voilà comment les élections vont se organiser, etc. Et après, les codes électoraux donc, ont ajusté et avant chaque grande élection, au moins 6 mois ou 8 mois avant, je ne sais plus trop quoi, il y a donc toujours, donc, on ajuste. Alors, pour finir, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un débat, surtout que nous avons pris beaucoup de temps, non par rapport donc, au premier débat. Mais, chers amis, les oppositions ont refusé de participer aux élections législatives. Pourquoi? Parce qu'à côté de moi, ici, à Sénécodi, les 3 leaders, en particulier les 2 principaux, Ajavon et Yaïboni, ne se sont pas entendus pour la présidence du parti unique qu'ils devaient faire. Ils ont refusé de participer. Mais ce sont des conjectures, vous n'avez aucune preuve. Oui, attendez, M. Bonnet-Richard, je vais vous donner la parole tantôt. Oui. Ensuite, concernant les communales, rebelote, cette fois-ci, c'est une partie de l'opposition du HCBO qui dit, mais non, attendez, il y a des lois qui existent dans un pays. Ce sont des élus qui ont voté ces lois. Nous allons y participer. Ils y ont participé. Mais ils ont eu raison. Puisqu'ils ont eu 260 élus. L'UP en a eu 800 et quelques, 50. Le BR, 700 et quelques. Mais voilà. Aujourd'hui, ils sont dans le panorama donc, du paysage politique. Quand vous serez décidé à suivre ce que demande la loi, mais il n'y aura pas de problème. Hein. Ceux que vous pensez défendre voteront pour vous. Et en ce moment-là, on discutera. Donc, c'est sérieusement ensemble. Voilà ce que je peux dire dans le nom.
Ok. Merci, professeur Haïssi. Avant de donner la parole à vous vis-à-vis, je vais quand même permettre à M. Jean-Noël Riomi s'il a quelques éléments à compléter de façon ramassée sur la question de la démocratie et puis de la justice. M. Jean-Noël Riomi, en quelques mots. Oui. Mais merci beaucoup. Bon, je ne vais pas être très long parce que, en fait, moi, je ne fais pas de la politique politicienne. D'accord? Moi, ce qui est important de savoir, c'est que, quoi qu'on dise, bon, on nous parle aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de la justice. Moi, je n'en ai pas connu, ou plutôt, ce n'est pas quelque chose qui doit sortir, ou bien parce que je suis aveugle, ou j'ai de la boue dans les yeux. Je crois que non. À mon avis, on laisse quand même la justice faire son travail. Je ne pense pas que ce soit le président de la République qui se lève aujourd'hui, qui prend son téléphone, qui appelle le procureur de la République pour lui dire, écoutez, cette personne, vous me la mettez au frais, etc., etc. Celui qui ne fait pas bien son travail au niveau de la justice aura des comptes à se rendre lui-même quand le moment viendra. Et pour moi, je crois qu'on ne peut pas être dans cette dynamique-là. Mais il y a quelque chose quand même qui m'interpelle quand nous parlons des partis politiques. Moi, j'ai connu dans ce pays un nombre incalculable de partis politiques. Ça ne servait à rien et qui appartenaient à une seule personne qui pouvait en faire ce qu'elle voulait. Est-ce que c'est ça, la démocratie? Est-ce que c'est ça que veut le peuple? Et le peuple a compris, hein? Le peuple a compris. Au moment des élections, ben parce que j'ai participé aux élections de 2016, mais c'est l'argent qui passe. Ne me demandez pas si ça a disparu. Je n'en ai pas, enfin, je me suis pas heurté à ça. Mais en 2016, j'avais mal au ventre de voir comment était distribué l'argent à la population. 500 francs par-ci, 1000 francs par-là, etc., etc. Maintenant, que l'on soit d'accord ou pas sur les partis qui ont été créés, que l'on dise que ce soit des partis siamois plutôt, oui, chacun voit midi à sa porte. L'essentiel pour moi, c'est qu'il y ait une stabilité. Parce que je me souviens, j'avais un ami ministre qui me disait, mais quand il fallait voter un budget ou quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale, mais il y avait le défilé des députés dans son bureau. Ça pouvait bloquer pendant des mois et des mois une décision à prendre très rapidement. Alors, si aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement qui est là fait les choses tout seul, c'est comme pour dire qu'on n'est plus dans un pays gouverné, on est dans un pays administré. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que les choses vont régulièrement? Est-ce que la communauté internationale, je veux parler par exemple de la communauté financière internationale, répond à nos demandes, à nos besoins? Quand on va sur un marché public et qu'on peut, bon, on peut dire bien sûr ce qu'on va dire hein, sur les fonds qui sont levés, je crois que si on n'était pas crédible, on ne pourrait pas quand même nous permettre de lever des fonds comme on le fait en ce moment. Merci. Merci, M. Riomi. OK, M. Boni-Richard, par rapport à la question de la démocratie et de la justice et de l'indépendance de la justice, quels sont les éléments que vous avez notés au cours des 4 dernières années? Écoute, de toute façon, je pense que vous avez parlé du PAG, du programme d'action du gouvernement et de son efficacité sur le quotidien des Béninois. Je vais d'abord vous dire que quand vous lisez le document, en introduction du document, quand le chef d'État a dit que le Bénin était un modèle de démocratie et de stabilité et que par conséquent, c'est ce modèle-là de démocratie et de stabilité dont les contours n'ont pas été suffisamment exploités qu'il est venu révéler. Je pense qu'au vu de ce qui se passe aujourd'hui, une Assemblée nationale monocolore, une justice aux ordres et un climat politique assez délétère, il est tout à fait loisible il est très facile d'expliquer aux uns et aux autres que le PAG ne peut pas fonctionner, étant donné que les piliers sur lesquels le PAG devrait se reposer selon les dires du chef de l'État lui-même, ces piliers-là sont désormais compromis, sinon corrompus. Alors, donc pour moi, le PAG a
est déjà versé dans l'océan. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est de la politique. Mais je voudrais répondre quand même à l'autre professeur émérite qui dit que Yahi Boni et M. Adjavon ne se sont pas compris et que par conséquent, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas participé. Je pense qu'on ne peut pas venir à un certain âge devant la télévision, devant les populations et s'humilier comme ça, verser dans la conjecture. C'est avancer des choses qui n'ont jamais existé, sinon que dans la tête de chacun, n'est pas une bonne façon de faire de la politique. Nous étions venus ici normalement pour avoir un plateau d'experts et non un plateau de politiciens. Concernant la réforme politique, la vraie réforme politique de Patrice Talon, concernant la réforme du système partisan, on n'a plus besoin aujourd'hui d'expliquer aux Béninois comme une fois cette réforme-là est bâclée, que la question, la problématique était mal posée et que par conséquent, elle n'a pas marché. Nous avons vu des élections qui n'ont pas connu de grand taux de participation et non seulement les élections n'ont pas connu de grand taux de participation, mais pas des manœuvres assez comme on appelle, opaque. On a essayé de réduire l'élection à deux partis politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle. Donc cette réforme-là, elle n'a pas du tout marché. Concernant la même réforme, nous avons vu une élection communale qui a connu des responsables, sinon des élus sur deux régimes juridiques distincts. Il y a une élection et une désignation. Par conséquent, je veux dire encore que cette réforme a marché. Elle n'a pas du tout marché et nulle part. Et maintenant, on me dit oui, c'est parce que le Bénin, sous Patrice Talon, est devenu tellement crédible et que dès qu'on va sur le marché international, on nous donne de l'argent. Bien évidemment, il y a une croissance du coton. Nous sommes tous d'accord là-dessus qui permet d'assurer le paiement des dettes, mais comment est-ce que cette dette-là est gérée? Il y a personne qui soit contre la dette, et ce n'est pas parce que Patrice Talon est au pouvoir aujourd'hui que le Bénin est devenu tellement crédible. Tout ça répond de tout ce que les autres ont fait avant lui et qu'il est en train de faire aujourd'hui. Sur la question de la justice, vous savez tout ce que la justice est devenue aujourd'hui, avec cette fameuse criette qui condamne tout, mais qui condamne très peu, surtout quand ça vient du camp du président de la République ou de ses acolytes qui condamnent personne de ce côté-là. C'est comme si le juge ou le procureur de la criette n'a de couilles que pour condamner les opposants ou faire taire les opposants et mettre la démocratie sous boisseau. Mais quand il s'agit de condamner les personnes qui sont proches du président de la République, il y a beaucoup de personnes qui sont proches du président de la République qui ont commis des impairs, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Il n'y a jamais eu d'évaluation des politiques publiques, il n'y a jamais eu d'évaluation des dépenses. On ne sait même pas dans un pays dit démocratique selon ce que disent les personnes qui sont sur le plateau, on ne sait même pas combien nous reviennent les dirigeants au sommet de l'État. On ne connaît même pas le salaire ni les primes des ministres. Alors, quand vous dites que Patrice Talon est devenu le meilleur démocrate et que, oh là, tout le monde devrait crier son nom par devant tout, je pense qu'il faut relativiser, sinon même qu'il faut nuancer. Donc, pour moi, le PAG, oui, il y a eu un semblant de programme qui, dès les premiers jours, dès son annonce, je dirais, moi, m'a fait beaucoup plaisir parce que pour une fois, je dirais, et ce n'est pas toujours que je le dis, il y a eu une innovation. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà, j'ai un programme d'action pour 4 ans, mais je pense que c'est encore une fois une ruse parce que Talon, toutes les mesures qui sont énumérées dans ce programme d'action, tout le monde savait que ces mesures pouvaient être évacuées en 5 ans et que par conséquent, il faudra un autre mandat possiblement pour pouvoir avancer dans ce PAG-là. Donc, on a essayé juste de mettre les Béninois sous pression, une manière détournée de les inciter à aller voter pour un second mandat, pour ceux qui ne participent pas d'une démocratie solidaire. Donc, moi, je pense que démocratiquement, économiquement, il y a beaucoup de choses à faire, mais peu sont très faits. Et ce qui se fait aujourd'hui est tellement peu transparent, mais je le répète, bien peu transparent, qu'on ne peut pas, ni vous ni moi, juger de la bonne santé démocratique et économique de notre pays à travers le PAC. Voilà ce que je dis à mes collègues. Merci beaucoup. Professeur Volonto, quand même, la réforme du système partisan était souhaitée par toute la classe politique, parce que si on se rappelle de l'investiture du président Adrien Rogueli, il avait déjà évoqué. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché alors par rapport à la conduite de la réforme du système partisan, professeur Volonto? Je sais pourquoi vous avez posé la question de façon aussi pointue, mais je n'y répondrai pas. Je n'y répondrai pas tout simplement parce que
vous savez, les enjolivements cosmétiques ne m'intéressent pas, même si je veux quand même relever un certain nombre de points. Et je présente mes excuses à vos auditeurs pour tout à l'heure avoir parlé de moi. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis jamais dans le choc des égos. Et je me suis malheureusement laissé entraîner parce que le professeur ici a commencé à personnaliser le débat. Donc, je présente mes excuses à vos auditeurs. Je ne veux pas rentrer dans ce débat sans fin parce que, en fait, c'est curieux. C'est un peu comme qui dirait, bon, vous savez, je milite pour qu'il y ait une loi qui empêche les hommes de battre leurs femmes. Et parce que vous avez refusé que... Moi, je ne battais pas ma femme au départ, mais parce que vous avez refusé que cette loi voie le jour, eh bien, non seulement tant pis pour vos femmes, mais la mienne également, je commencerai à la battre. On veut réformer, on veut aller à toucher la Constitution parce qu'on a des convictions. Je veux encore accorder cela. Mais parce que ça n'a pas été fait, eh bien, vous verrez. J'ai du mal face à ce genre d'arguments. Et je veux en fait interpeller très humblement M. Areyomi et M. Haïssi pour leur demander quelque chose. Dans cette profanation de cadavres, dans la confiscation du cadavre de Dame Amoussou et d'autres gens que le régime en place a mis à mort, est-ce que vous vous engagez devant les auditeurs en ce moment à aller plaider pour que la famille de Dame Amoussou ait son cadavre pour commencer son deuil? Le cadavre de la dame qui a été tuée par balle, mais que le médecin a conclu qu'elle est morte de cause naturelle. Est-ce que vous pouvez vous engager devant les téléspectateurs en ce moment, devant l'univers, devant le monde entier, pour dire nous allons obtenir que la famille de Dame Amoussou reçoive le cadavre le cadavre de Dame Amoussou pour commencer le deuil. Cela dit, en fait, comme je l'ai dit, je ne suis pas politique, je suis chercheur. Mais en même temps, en tant que chercheur, en tant qu'intellectuel, je me fais le porte-voix des sans-voix en réalité, des 90% sans voix. De ces 90% qui, aujourd'hui au Bénin, c'est 64,5% des enfants de 0 à 17 ans qui vivent avec au moins 3 privations de la liste des services de base que sont la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, la nutrition, la protection des enfants, n'en déplaise à tout ce que vous avez énuméré comme grain de chapelet. C'est en fait le Bénin aujourd'hui. On m'a parlé tout à l'heure du Bénin qui serait passé en économie intermédiaire par des agences que l'on a pourfendues tout à l'heure, mais que l'on a tout de suite, dont on a récupéré tout de suite la bénédiction. C'est pour vous dire que, en fait, je me fais le porte-voix des 96% de mortalité infanto-juvénile au Bénin, qui fait du Bénin le pays qui tient la queue du peloton après le Tchad avec 160% et après le Mali avec 127%. C'est de cela que moi je veux parler. Je ne veux pas parler de vos 0,01% de privilégiés qui défendent leur gâteau, pour utiliser une analogie que vous avez utilisée vous-même. Je me fais le porte-voix des aspirants que mercredi dernier, l'on a décidé en fait de taxer davantage les préinsérés qui n'ont aucun statut, qui n'ont aucune identité, qui n'ont aucune humanité de reconnue à eux par le régime, mais qui sont la pierre angulaire du système d'éducation de ce pays-là, et à qui on vient en fait d'imposer, au risque de les radier
de quoi, je ne sais même pas, 30 heures d'enseignement par semaine. 30 heures d'enseignement par semaine. Quand l'on pense qu'une heure d'enseignement pour un enseignant équivaut en réalité à 4 heures de travail assidu et non stop. C'est de cela que je me fais le porte-voix. Et je ne suis partisan de personne, en tout cas d'aucune classe politique, de quelque façon que ce soit. En réalité, et je vais essayer de conclure là-dessus, lorsque l'on établit quelque chose comme priorité. Ah oui, vous avez parlé des chiffres, monsieur Haïti. Je vais vous parler des chiffres. En réalité, je ne me présente jamais. On ne me prend jamais sur ce coup-là. Jamais. Le budget du Bénin a connu une baisse drastique depuis 2015. C'est seulement l'année 2017 où le budget a connu une augmentation d'à peu près 16% et le ministère de la Santé en a connu une proportionnelle dans ce sens-là, mais n'empêche, sinon, votre gâteau, il est amoindri, aminci et tranché en permanence et c'est la tranche précédente que l'on présente, ce n'est pas la pleine tranche, ce n'est pas la pleine lune. En fait, oui, les routes, et je dois reconnaître quelque chose, les routes qui sont en train d'être construites sont de très, très, très bonne qualité. Très bonne qualité. Alors, peut-être que vous allez me dire, bon, rectifiez. Alors, monsieur Avolonto, votre chiffre de tout à l'heure où vous parliez de 90% de rien, et je vais vous l'accorder. Mais en réalité, les routes, quel est le retour sur investissement? Nous ne produisons en réalité rien. En fait, je parle du bas peuple. Je parle de cela, de cette dame qui, enceinte, a besoin de la césarienne, là, tout de suite, quand bien même elle n'a pas de souche pour aller se faire établir une quelconque carte. Je parle de cette dame-là qui en a besoin là, tout de suite. Non, elle n'en a pas, en fait. Laissez-moi finir. Excusez-moi. Je parle justement de ce tourment des Béninois en ce moment. 2 500 000 souches ont été établies sous prétexte que l'on veut régulariser des gens qui n'en avaient pas. Dans un pays où nous savons qu'est-ce que le chaos électoral. En fait, dans une dynamique complètement établie, eh bien, ce chaos est déjà là. Si cela se passe dans les contextes où nous sommes. Enfin, bref, c'est de cela dont je me fais le porte-voix. Je me fais le porte-voix des gens qui n'ont pas de Porsche à rouler sur les asphaltages de la raie vive ou de la zone résidentielle. Je parle de ceux-là pour qui sont pressurisés par différents impôts. Regardez ce système d'électronisation des factures. Où, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le producteur est imposé, le grossiste est imposé sur le même produit, le détaillant est imposé sur le même produit et l'acheteur final est imposé sur le même produit. Quand tout cela appartient à la couche la plus vulnérable, c'est-à-dire les 90% de la population de ce pays-là, et qu'en retour, ils ne peuvent même pas entreprendre, en fait, le rêve d'aller se faire soigner, ni dans des dispensaires, dans les 34 zones de soins sanitaires, parce que rien n'est fait pour favoriser, par exemple, l'implémentation, l'installation des pharmacies, des médecins dans les zones les plus reculées. Le ministre Rumpati, le 24 avril 2020, narrait une anecdote que quand on envoie des médecins dans des zones reculées, en fait, qu'il a reçu la lettre d'un médecin qui lui demandait, mais qu'est-ce que vous voulez de nous? Oui, monsieur Rumpati, dans les pays où les gouvernants veulent le développement de leurs concitoyens et alors du pays, ce sont des mesures incitatives que l'on crée. On ne persécute pas.
On n'envoie pas un jeune, par exemple, comme Casimir Pedjo, en prison, pour avoir été chercher des chiffres sur votre site. En tout cas, merci. J'en ai fini. La parole aux autres aussi. Oui. D'accord, merci. Professeur, ici, je vais vous laisser. Vous avez la possibilité de commenter les éléments évoqués par vos vis-à-vis, mais je vous pose déjà la deuxième question par rapport toujours au renforcement des bases de la démocratie. Le candidat Patrice Talon, ou bien le président Patrice Talon, dans son PAG, avait promis aussi assurer la liberté et l'accès équitable à tous les organes de presse. Mais par contre, on a remarqué quand même au cours des dernières années qu'il y a un certain nombre d'organes qui ont été fermés, comme CK TV, Soleil FM et la Nouvelle Tribune. Est-ce que ces actions ne sont pas en contradiction par rapport aux vœux exprimés dans le PAG? Mais vous avez la possibilité quand même de réagir aux éléments évoqués par M. Bonny Richard et professeur Avolonto. Oui, donc je vais réagir par rapport à la question que vous m'avez posée donc à la fin. Okay. Vous voyez, mon collègue a l'habitude de donner souvent donc, des chiffres et des pourcentages. Au moins, nous allons nous accorder sur ça. Quand vous me dites que 64,5% donc, de nos concitoyens, notamment donc, les plus jeunes, donc, subissent 3 privatisations, et donc que vous les avez citées, j'aimerais avoir l'enquête sociologique qui vous a conduit à cela. Parce que nous, enfin moi je suis scientifique, de sciences exactes, donc nous, on fait des expériences. Et à partir de là, on donne des interprétations, ensuite, qu'on communique. Donc, j'aimerais donc avoir les enquêtes sociologiques donc, qui vous ont permis d'avoir cela. Vous pouvez l'envoyer par l'animateur, par M. Jossou. Je viens de le faire. Vous avez tout de suite le lien pour y accéder tout de suite. Je vais le faire dans le chat. Merci beaucoup. Donc, je vais voir. Parce que moi j'en doute. Mais bon, enfin, surtout dans nos contrées ici. C'est sur le site du gouvernement, monsieur. Donc, alors, là aussi, vous voyez, quand on isole quelque chose d'un contexte, encore faut-il donc regarder l'ensemble de cela. Enfin, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Vous demandez un chiffre, vous donnez la source, et maintenant vous parlez de prélèvement. Monsieur Bonny-Richard, laissez aller au bout de ces idées. Oui. Alors, donc les aspirants. Vous savez, il se fait que avant 2016, j'ai eu à regarder le programme du candidat Talon sur l'éducation nationale. Nous avions très exactement 83 000 agents permanents de l'État, dont 44 000 sont des ACE, des agents contractuels de l'État. Des agents titulaires, nous en avons que comme 34 000 et quelques. Et puis, donc, il y a d'autres choses. Savez-vous que depuis que ce gouvernement est là, au niveau de l'éducation nationale, c'est plus de 20 000, je dis bien plus de 20 000 collègues qui ont été recrutés, consolidés dans les corps, dans l'ensemble des corps. Il n'y en a pas encore assez. Pourquoi? Parce que là aussi, quand j'ai regardé ce dont nous avons... Quelles sont vos sources? De l'éducation nationale. Quelles sont vos sources? Non, mais il y a... Là, je peux vous les donner. Je peux vous les envoyer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux les voir. Okay, vous savez, tous les 5-7 ans, il y a un document de l'éducation entre les partenaires, les PTF et nos administrations ici, qui sortent des chiffres. Donc, je les ai depuis 1990. Donc, j'ai regardé tout ça. Et quand j'ai regardé le nombre, tout à l'heure, vous avez parlé donc, du nombre d'enfants dans une classe, etc. Si on veut revenir à quelque chose donc, de même pas normal, 50 enfants par professeur, par enseignant, il nous faudra, au niveau du Bénin, 78 000, rien que dans l'éducation nationale, pour cela. Et j'ai extrapolé par rapport aux agents
permanents de l'État. Et j'ai vu qu'il en fallait 350 000. Vous voyez, vous ne pouvez jamais, dans un budget de gouvernement, jamais, sur 5 ans, vous ne pouvez jamais recruter 5 fois plus. Mais le gouvernement qui est là a fait des efforts là-dessus. Donc, quand vous dites ça, au moins, c'est un domaine que je connais parfaitement et donc il y a l'ensemble des choses dessus que je vous enverrai. Bon, alors, il y a des syndicats quand même dans ce pays. Il y a des syndicats dans ce pays. Et où sont-ils? Pourquoi on ne les entend pas, etc. Il fuit quand il parle, il fuit, monsieur. Il fuit quand il parle parce que vous les mettez en prison. S'il vous plaît. Bon. Alors, vous avez parlé donc du budget donc, du gouvernement. Il se fait, et là, je suis en total désaccord avec vous. Le budget sous Yaïboni, j'ai regardé les 5 dernières années, c'est-à-dire donc de 2012 jusqu'à 2011 jusqu'à 2015, jusqu'à 2014, c'était autour de entre 1000 et 1100 milliards de francs CFA. Le budget de Patrice Talon, depuis qu'il est arrivé, tourne autour de 1700 000. Le budget de l'affichage, le budget n'a jamais été comblé. Jamais comblé. Écoutez, bon, vous voyez, non, vous donnez vos chiffres, je vous donne les miens. C'est de l'affichage, ça n'a jamais été comblé. Monsieur Vous allez reprendre chaque année le budget voté en décembre. D'accord? Vous allez prendre donc cela et vous allez le constater depuis 2017. Parce que le premier budget réel du président Talon a été voté à la fin de 2016 pour l'année civile 2017. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui fait que vous allez regarder, le dernier, celui qu'on a voté en décembre dernier, devait tourner autour de 1900 milliards de francs CFA. Et c'est ça qui permet d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous parlez donc de gâteau, quand vous passez de 1100 milliards donc à 1900 milliards, c'est très substantiel parce qu'on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on est en train de faire au niveau des asphaltages, au niveau donc de l'énergie, etc., sans avoir donc des investissements massifs. Et aujourd'hui, il était prévu 6 à 7 000. Et on est aujourd'hui à 4 000 et quelques. Donc, ce que je vous accorde, c'est que tout n'est pas encore fini. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Hein. Bon. Donc, vous voyez, nous sommes dans des domaines au moins où je regarde. D'abord parce que j'ai été un ancien vice-président de Lille Métropole Communauté Urbaine. Chez nous là-bas, on gère 1 milliard à 300 millions d'euros de budget. Bon, et donc, rien que mon département, donc pour les universités lilloises, c'est un accompagnement. Hein. Je parle du budget d'État. C'est pour Pierre Mauroy ou Martine Aubry. Rien que pour moi-même, c'est 1 500 000 euros de budget de fonctionnement et 4 à 5 millions d'euros d'équipement. Donc, c'est des choses que je connais parfaitement. Alors, donc, là, je pense que vous êtes un peu, vous êtes allé sur un terrain que vous ne maîtrisez pas assez bien. Je vais répondre maintenant à M. Djossou par rapport au niveau de la presse. Au niveau de certains organes de presse qui seraient fermés. Vous savez, quand vous écrivez, surtout au niveau de la presse, il faut faire extrêmement attention. Parce que si vous donnez des chiffres, si vous donnez des informations sur quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, mais il est à même, de toute façon, de vous poursuivre devant la tribunal. Et les journaux dont vous avez parlé, ce sont des journaux quand même qui existent toujours aujourd'hui, mais en ligne, pour ce qui concerne la Nouvelle Tribune, par exemple. Hein? Bon, donc ça existe donc toujours en ligne. Et je vois son directeur souvent donc, sur les chaînes hein, donc, où il discute. Donc, la Nouvelle Tribune a toujours la possibilité d'écrire, sauf que la Nouvelle Tribune a adopté une nouvelle forme de communication journalistique
comme d'autres aussi d'ailleurs, hein, comme d'autres aussi d'ailleurs. Vous savez très bien que la presse chez nous, papier, c'est très peu, et c'est surtout non, la presse électronique aujourd'hui. Et les journaux dont vous parlez, de toute façon, certains hommes sont là. Bon, donc, moi, je ne sais pas, contrairement à mon collègue Aboloto, moi, si je ne sais pas les raisons exactes pour lesquelles tel ou tel organe de presse ne peut plus paraître. Mais ce que je sais, c'est que si moi, Faustin, ici, vous écrivez sur moi et que je ne suis pas d'accord sur vous, je vous donnerai de le prouver. Et si vous n'arrivez pas à le prouver, je vous transmettrai devant la juridiction. Ça se fait partout dans le monde. Et en parlant de la criette tout à l'heure, puisque j'ai entendu cela aussi. Alors, vous savez, comment il s'appelle? Toboula, le préfet de Patrice Talon. Il n'a pas été arrêté. Mais vous savez... Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? S'il vous plaît, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Vous pouvez revenir sur ça après. Tous ceux qui tombent dans la loi, même si ils sont proches du président, mais ils sont frappés par la même loi. Mais, où est Toboula aujourd'hui? Où est Toboula? Et ça n'existait pas avant. Où se trouve Toboula? Vous aurez la parole, s'il vous plaît. Laissez le poste. Vous pouvez détourner tous les milliards que vous voulez avant. Personne ne vous dit rien. On en a même connu un qui a bouffé l'argent des Hollandais et qui s'est retrouvé député après. Bon. Qui soutient Patrice Talon? Qui soutient Patrice Talon? Vous l'avez oublié? Qui soutient Patrice Talon? Qui soutient Patrice Talon? Celui qui a bouffé l'argent des Hollandais soutient Patrice Talon. Kassa soutient Patrice Talon, au cas où vous l'avez oublié. Alors, qui est-ce qui l'a envoyé pour se faire candidat député? Ce n'est pas moi, en tout cas. Ah oui, ben, alors, donc, c'est le président de l'époque, Yahi Boni. Pourquoi Patrice Talon, à l'instar des autres députés à qui on a enlevé l'immunité, ne lui a pas enlevé l'immunité? La personne dont vous parlez, pourquoi Patrice Talon, à l'instar des autres députés à qui on a enlevé l'immunité, les Hollandais ont demandé... Répondez à la question, monsieur. Attendez, si vous parlez... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous parlez en même temps, on ne peut pas sur les... C'est comme ça la loi. Vous l'avez envoyé à l'Assemblée nationale et il a une immunité. Patrice Talon a enlevé l'immunité député. Pourquoi à Lyon n'a pas enlevé l'immunité? Laissez le procès terminer. Et pourquoi à Lyon n'a pas enlevé l'immunité? Ok, on va laisser le procès ici finir. Maintenant, par rapport à la presse, je sais que récemment, la presse maintenant est en train donc de se restructurer. J'avais même un ami, hein, donc je donne le nom, vous pouvez donc l'appeler, Kentosu Wilfried, qui récemment a été dans une direction d'un des organes structurants qui aujourd'hui existe sur la place. Je sais aussi, parce que je pense aussi en lien avec les journalistes. Je sais aussi que les journalistes ont des problèmes. Mais les problèmes des journalistes ne sont pas forcément liés à cela. Le problème des journalistes, c'est que nous n'achetons pas des journaux. Et quand on écrit, encore faudrait-il trouver des gens pour l'acheter. Alors, il faudra peut-être que le gouvernement puisse accompagner. Et ça se fait dans aussi beaucoup de pays. En France, par exemple, le seul journal qui n'est pas accompagné, c'est le Canal enchaîné, qui coûte toujours aujourd'hui 1,40 € depuis 20 ans. Vous voyez, donc on a des problèmes. Hein. Ok, pour ça ici. Donnez-moi une minute. Oui. Ici, c'est qu'à dire le procès. Quelque chose. Hein. Il y a le procès à volonté, tout le monde demande la parole. Non, donnez-moi juste. Moi, j'ai juste deux petits points. Ok, allez-y rapidement. Et puis, oui. Alors, ce que je voudrais dire, je voudrais répondre au professeur Haïssi qui dit que, d'abord, il dit que Patrice Talon avait la bonne volonté de réformer le domaine de la justice en voulant toiletter la... Il a réformé. Non, laissez-moi finir. En voulant toiletter la Constitution et que par conséquent, c'est la 7e législature qui l'a empêché d'aller au bout de cette réforme-là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a eu, la 7e législature a refusé, a empêché, ils ont voté contre l'amendement. Mais ce que vous avez omis de dire aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, c'est que
la 8e législature a été nommée entièrement par Patrice Talon. Les 83 députés qui siègent à cette assemblée-là sont à la solde de Patrice Talon. Et pourquoi est-ce que Patrice Talon, avec sa toute bonne volonté démocratique, n'a pas relancé cet amendement démocratique? Parce que tous les autres amendements constitutionnels qu'il a relancés sont tous passés. Donc, si vous dites que Patrice Talon a une bonne volonté, sur ce plan-là, vous avez menti une fois de plus. Mais je n'ai pas encore fini avec vous. Vous avez dit que sous Yahi Boni, il y avait tellement de gangstérisme qu'aujourd'hui, sous Patrice Talon, tout ce qui... Laissez-moi finir. Et vous avez cité même celui qui a volé l'argent des Hollandais, qui est un ancien ministre, M. Kassa Barthélémy. Ce que vous avez omis de dire, c'est que si Patrice Talon avait une bonne volonté dans la lutte contre la corruption, quand il a fait enlever l'immunité de Djenotin, il a fait enlever l'immunité du pauvre député, mais pourquoi n'a-t-il pas fait enlever l'immunité de Kassa? Parce que Kassa est un de ses soutiens. Donc, vous voyez, il y a toute une confusion dans ce que vous dites là, et je ne vous permettrai pas aujourd'hui de mentir éventuellement comme ça aux Béninois qui nous suivent. Il faut être dans une vraie logique. Ce que je veux vous dire, c'est que la volonté de démocratie de M. Patrice Talon revient au camp Patrice Talon. Elle n'est pas nationale, elle n'est pas au profit des actions pour l'épanouissement du peuple béninois. Parce que si ça avait été le cas, à chaque fois que Patrice Talon a échoué par la gauche, il reprend par la droite et il réussit. S'il voulait vraiment amender la Constitution pour limiter les pouvoirs du chef de l'État, quand il ne l'a pas fait avec la 7e législature, il a réussi à nommer 83 députés et ces 83 députés lui ont permis non seulement de changer le régime politique du pays, mais de créer une nouvelle république. Par conséquent, s'ils avaient autant de volonté pour limiter les pouvoirs du chef de l'État, au lieu de les rallonger et rallonger les pouvoirs des élus, ils auraient pu relancer ce même amendement constitutionnel et ça aurait passé comme tous les autres qui sont passés à minuit, tard dans la nuit, contre la volonté des Béninois. Merci. Le professeur volontaire avait demandé la parole aussi. Oui, en fait, monsieur Aïssi, j'aimerais bien avoir le temps d'aller revisiter alors les recherches que vous avez faites. Parce que non seulement vous vous éloignez considérablement des vrais chiffres et vous choisissez de le faire, mais en plus, les vrais chiffres, quand l'on finit par vous prouver qu'ils sont là, eh bien, vous finissez par les rejeter. En fait, et vous dites tellement de mensonges. Je suis désolé de le dire comme ça. La nouvelle tribune continue de paraître, c'est vrai. Et la nouvelle tribune, pour pouvoir continuer de paraître, a dû se constituer sous le droit canadien, monsieur Aïssi. En fait, vous parlez de tout et de rien, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. La nouvelle tribune n'est plus aujourd'hui de droit béninois, la nouvelle tribune est de droit canadien. Voilà ce qui permet à la nouvelle tribune de paraître. La nouvelle tribune a gagné un procès contre le gouvernement depuis 2 ans. Lequel procès devrait avoir éclairé, clarifié la voie pour la nouvelle tribune. Monsieur Vincent Folly, dans les convictions qui sont les siennes et qui sont dignes de reconnaissance d'actes héroïques nationaux, monsieur Vincent Folly fait du mieux qu'il peut pour continuer d'informer en contournant vos lois. Je ne vais pas les qualifier. Vous savez, quand M. Patrice Talon est arrivé au pouvoir le 6 avril 2016, il était vraiment, il avait tout pour réussir. Et vraiment tout pour réussir. Il n'a pas fait. Il connaît le système. Il connaît les ratés du système. Il a même été jusqu'à asseoir les réflexions qui, enfin, quand je dis asseoir, mais bon, les réflexions qui mèneront à la correction du système. Mais cela prend une certaine élévation morale. Cela prend une certaine distanciation
de ce qui m'apparaît en tant que chercheur, parce que j'essaye de le comprendre, le personnage. Et la seule explication que je trouve, et j'espère que j'ai tort, c'est que Patrice Talon serait, parce que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais serait en fait d'un narcissisme endémique et d'un manque de compassion qui fait que plus ça va, plus il s'enfonce dans l'arrogance de l'impunité. Et c'est ça le dommage, c'est ça le drame en fait que vivent les gens de ce pays-là. Je vais finir tout de suite en vous disant que on parle de rupture, on parle de rupture, on parle de rupture. Savez-vous que 94,6% du budget du ministère de la Santé, parce que ça me fait mal cette histoire, pendant que le CNHU est là dans son délabrement, la présidence est là, rénovée à coups de milliards. Et on nous dit qu'on n'a pas les moyens. 94,6% du taux d'ordonnancement du budget du ministère de la Santé est consacré aux dépenses de personnel et administratives. Oui, le régime Talon n'a pas inventé cela. Mais une rupture, c'est d'abord dans ce genre de choses que ça devrait regarder. Parce qu'en contrepartie, 32,4% seulement des dépenses vont dans les dépenses d'investissement. Or, nous avons compris, en tout cas, je suis sûr, les téléspectateurs ne sont pas cons, ils ont compris qu'en réalité, il ne peut y avoir de développement si on ne prend soin tout de suite de la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire qu'on a fait déjà les 2 heures d'émission, donc on va aller rapidement vers la conclusion. Mais avant ça, monsieur Jean-Noël Riomi n'a pas pris la parole sur ce panel, mais je vais lui poser la dernière question que j'ai prévue. Ça concerne les réformes de nos représentations diplomatiques qui ont été considérablement réduites. Par rapport à ça, à quoi ça répond cette réforme, monsieur Jean-Noël Riomi? Je vous remercie de vous inquiéter de ma petite personne. Alors, je vais vous répondre, hein, je vais vous répondre, mais je vais quand même répondre un peu à professeur Volonto ou à monsieur Boni, je ne sais pas. C'est monsieur Boni qui a parlé de ce cadavre de la dame là. C'est moi. Dame Mamoussou, oui, c'est moi. C'est vous. Oui, ça m'a toujours chagriné sur le forum de toujours voir ça ressasser. Ça me fait très mal. Maintenant, je crois que nous avons dans notre pays ce qu'on appelle un médiateur de la République. Est-ce que cette famille n'a pas la possibilité de voir le médiateur de la République pour avoir les éléments qu'il faudrait? En plus de ça, nous avons quand même dans nos hôpitaux ce qu'on appelle des médecins légistes. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Parce que si vous nous demandez, nous, ce n'est pas parce que nous sommes là pour défendre ce qui a été fait jusque-là que nous sommes à tu et à toi avec le président de la République ou nous sommes dans son bureau tout le temps. Absolument pas. Alors, loin. Si c'est ça que vous avez comme idée, excusez-moi, je n'y suis pas. Donc, pour moi, vous voyez, c'est un peu ça. Le cadavre qui reste à l'hôpital et que les parents, qu'on aurait dit aux parents que c'est une mort naturelle, alors que, logiquement, de ce que je comprends, il y a des stigmates de cette mort-là qui sont là. Donc, encore une fois, il y a ce qu'on appelle un médiateur de la République, à moins que tout le monde pense aussi que ce médiateur-là, ayant été nommé ou étant peut-être sous la coupe du président de la République, ne prendra pas la décision qu'il faudrait. Donc, évitez-nous d'aller lui poser cette question ou d'aller poser cette question aux gens qui sont beaucoup plus proches. Maintenant, quand vous parlez de la prise en charge des enfants de 0 à 16 ans ou à 17 ans, je crois que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons aujourd'hui des cantines, c'est peut-être pas dans toutes les écoles, où on essaie quand même de donner à chaque enfant nécessiteux au moins un repas par jour. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Oui, mais parce que nous,
vous et moi, quand nous étions encore jeunes, je ne sais pas, on avait cette cantine scolaire, on était très contents de l'avoir. Ce n'était pas en fonction, bien sûr, du niveau social de la famille. D'accord? Donc, on l'avait. Alors, aujourd'hui, oui, ça existe. Alors, il y a maintenant des problèmes. Je voudrais quand même que l'on comprenne quelque chose. Vous êtes allé sur le site du gouvernement et vous avez reçu des informations sur le site du gouvernement. Je crois quand même, en ce qui me concerne, que si le gouvernement n'était pas certain des éléments qu'il mettait sur le site, il ne l'aurait pas fait. Et à mon avis, c'est parce que, bien sûr, les éléments, les garde-fours ont été construits pour que l'on puisse se dire, voilà, ce que nous mettons dans les mains de la population peut être justifié et justifiable. Alors, vous avez parlé également des problèmes des médecins qui ne peuvent pas, enfin, qu'on envoie dans des contrées lointaines. Ça a toujours été le cas. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'avais eu des collègues à l'époque, des camarades à l'époque, qu'on avait envoyés à des endroits bien éloignés, mais qui ont tout fait pour se retrouver à Cotonou 2 mois après. Ça a toujours été comme ça dans notre pays. Si vous voulez, moi, j'ai même, bon, je ne vais pas parler de moi, mais je vais quand même le faire. Dans mon village à Tacon, qui est à 24 km de Porto-Novo, mais il y avait une sage-femme qui avait été affectée à Tacon, mais parce qu'elle habite Cotonou, mais elle rentrait tous les soirs à Cotonou. S'il y a une urgence, qui va s'en occuper? Ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est d'il y a très longtemps. Cela veut dire qu'il faut revoir la mentalité de tout le personnel social. Et ça, c'est important. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, je vais maintenant, bon, évidemment, au niveau de la justice. Vous savez qu'il y a eu la réforme du CSM et que de plus en plus, on forme ce qu'on appelle des auditeurs de justice. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a un groupe de 70 qui est sorti il y a à peine 4-5 mois, je crois. Et aujourd'hui, il y a encore un concours pour en recruter. Ça veut dire que là, on essaie quand même d'avancer petitement. Alors, pour répondre à votre question, M. Djossou, oui, c'est compliqué de fermer des ambassades, de fermer des consulats. Je vous l'accorde. C'est une manière de mettre en difficulté nous autres qui sommes de la diaspora. Mais en même temps, avons-nous les reins si solides pour pouvoir continuer à gérer financièrement toutes ces structures? Moi, j'ai un ami qui est diplomate. Il me dit, à moi tout seul, j'ai 15 pays à gérer. Et je n'ai même pas encore été pour mes lettres d'accréditation dans ces 15 pays. Il est en Asie, ce monsieur. Alors, je crois que, pourquoi ça a été fait? Je ne suis pas dans les petits papiers du ministère des Affaires étrangères. Le calcul a été fait. La seule information que j'ai eue, mais c'est parce qu'il y avait un problème financier et que ça coûtait très cher. Mais maintenant, cher, on nous a mis, nous, ce n'est pas parce que je suis partisan de la rupture que je ne vais quand même pas aussi le dire. Bon, nous aussi, on a quand même des difficultés aujourd'hui. On a vite fait de recréer le consulat du Bénin à Paris. Tant mieux. Et j'espère que progressivement, les choses vont être refaites. Voilà ce que moi, je peux vous dire hein, par rapport à cette rupture. Je ne vais pas comment appelle-t-on, par rapport aux représentations diplomatiques, dire autre chose que ce que je pense, même si je suis proche de ce pouvoir-là. Voilà, merci. Je vous laisse 1 minute en plus pour dire votre dernier mot. Attendez, je vais en venir à vous tout le temps. Laissez-moi finir avec M. Jean-Noël Riomi. Je vous laisse 1 minute pour dire s'il y a des éléments que vous avez souhaité partager avec les internautes ce soir et qu'on n'a pas abordé en 1 minute là. En même temps, ça va être votre dernier mot, votre mot de fin en même temps.
Oui, il y a quelque chose que j'aimerais bien partager avec les internautes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la discipline. Et on attend toujours tout de l'État. Nous avons essayé. Quand je dis nous, c'est Bénin Santé Plus. Par l'intermédiaire de Benin International Medical Salon, on avait prévu déjà, malheureusement, le Covid est arrivé, on n'a pas pu le faire. Et on le fera puisqu'on aura, bien sûr, le Bénin Santé, notre séminaire, bien sûr, au mois de mai prochain, de faire ce qu'on appelle des dépistages. Dépistage de l'hypertension artérielle, dépistage de diabète, dépistage de ces maladies dont souffrent pleinement les Béninois. Mais ça, c'est notre contribution. Que chacun de nous se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux apporter à ce pays. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais recevoir de ce pays. Ça n'avancera pas. Nous avons des potentialités, nous avons des capacités, nous avons tout ce qu'il nous faut, des forces. Eh bien, on n'a qu'à les assembler. Et je vois qu'aujourd'hui, la CBE fait ce qu'il faut pour rassembler, je ne dirais pas les sommités, mais les gens capables quand même de faire quelque chose. Et ça, j'espère que chacun de nous, on pourra être dans cette dynamique-là, de faire quelque chose pour le Bénin et non d'attendre ce que le Bénin peut faire pour nous. Merci. Merci beaucoup. Pour ça, ici, vous avez la parole maintenant. Vous pouvez vous prononcer sur la nouvelle carte diplomatique et puis, si vous avez encore des éléments à relever, mais en vraiment 3 minutes et puis partagez votre mot de fin avec nous en même temps. Oh ouais, donc, rassurez-vous, je vais aller très vite. Hein. Vous savez, quand vous votez pour des gens, il faut prendre soin de lire leur profession de foi. Parce que le président Talon, dans son document Le Nouveau Départ, avait dit en matière de la diplomatie, je vais rationaliser l'effectif du personnel des représentations. Je vais fermer des représentations de peu d'intérêt et je vais utiliser la possibilité que nous avons aujourd'hui du numérique, donc de faire un certain nombre de choses. Donc, en faisant cela, le président Talon met aussi en œuvre ce qu'il a écrit dans le Nouveau Départ, dans son projet de société. Maintenant, fallait-il passer de 30, 35 à 10 ou à 20 ou aller progressivement? Ça, c'est autre chose. Et le débat a lieu au sein même de ceux qui le soutiennent. Bon, donc, et chacun opine par rapport à ce qu'il pense. Donc, vous voyez, nous, on est très à l'aise là-dessus. Hein. Mais n'oublions pas que dans son projet de société, il en avait parlé. Et on a voté pour lui. Bien. Maintenant, je vais aller dans le même sens que mon ami Jean-Noël Jean-Mi. Qu'est-ce que je peux partager avec les auditeurs, hein, donc les internautes donc, qui sont actuellement sur Facebook. Et ça me rappelle ce que mon collègue Avoronto donc, a dit tout à l'heure. Vous voyez, je suis en retraite, ça fait maintenant 6 ans. C'est vrai que j'ai un héritage. Autant j'ai fait quand j'étais en responsabilité, j'étais en relation tous les ans, des partenariats, pas seulement le Bénin, hein, forcément, donc le Sénégal, le Maghreb, tout ça, dans les relations universitaires. Nous venons d'être sélectionnés pour un projet sur Cotonou. Dans ce projet, il y a 8 collègues béninois de l'UAC, tant en santé publique qu'en environnement. Et une quinzaine de mes collègues des universités du Nord pour 520 millions de francs CFA. Ça fait 790 000 euros. Pourquoi faire? Mais pour tout simplement mesurer les polluants
dans notre capitale économique, qui est Cotonou, sur 2 ans, en lien avec les populations fragiles, les jeunes que sont les élèves de 13-14 ans, environ 3 000, et randomisés à la fin pour que nos collègues du CNHU-PPC de Nazaré puissent suivre les voies respiratoires et prendre la pathologie asthme pour voir quel est l'impact de tous ces polluants que nous avons souvent dans la mégalopole, donc Cotonou. Nous qui sommes de la diaspora, c'est de cette manière, et c'est ça que vient de dire mon collègue Eriomi, c'est de cette manière que nous pouvons accompagner notre pays, puisque pour des raisons diverses et variées, nous avons été amenés à faire notre carrière à l'extérieur. Et là, ce serait trop long pour, en tout cas, en parler. Voilà ce que je peux donc partager donc, avec mes compatriotes donc, qui sont donc, sur internautes. Et ce projet, c'est sur 3 à 4 ans. Vous voyez, donc on a le temps donc, de les voir donc, dans Cotonou, mes collègues là, donc, qui font ça. Merci, professeur. Ici, Monsieur Boni Richard, par rapport à la nouvelle carte diplomatique, et puis si vous avez des éléments que vous souhaitez aussi partager avec les internautes qu'on n'aurait pas abordé lors de cette émission, vous pouvez évoquer ça rapidement, environ en 3 minutes. Merci, monsieur Dossou. Je ne sais pas pourquoi vous comptez mon temps, mais vous ne pouvez pas compter pour les autres. Je vais essayer de rester dans l'ordre du temps. Ah, monsieur Boni. Ah, franchement. Allez, je vous laisse mes minutes. Ok, merci beaucoup, monsieur Eriomi. Mais je voudrais commencer quand même par monsieur Eriomi. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit, parlant de madame Amoussou, vous avez dit que ça se ressasse beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux. Je pense que, monsieur Eriomi, c'est vrai, mais si une seule vie est dénuée de sens, aucune autre vie ne compte plus. Madame Amoussou est morte de façon très opaque et en toute violence, alors qu'elle allait chercher ses enfants, alors qu'elle travaillait pour la République. Parce que ces enfants-là, elle aurait pu les élever, et ces enfants allaient grandir, payer des impôts, payer la TVA qui permettra de soutenir le gouvernement. Par conséquent, cette dame, elle appartient à la République, et au nom de la République, on devrait faire la lumière sur sa mort. Le médiateur de la République est une institution politique. Ce n'est pas une institution qui est au-dessus des lois, qui est au-dessus de la justice. Je pense que cette compétence revient à la criette qui devrait, normalement, si nous étions dans un état de droit et dont elle connaît ses compétences, qui devrait normalement s'en accaparer automatiquement et faire la lumière sur la mort de notre compatriote Amoussou, qui a laissé des enfants, qui sans aucune éducation, ces enfants-là pourraient demain devenir les bourreaux des nôtres. Alors c'est comme ça que nous planifions nous-mêmes la déstabilisation de nos pays. Que Dieu nous en épargne. Vous avez dit aux internautes qu'il faudrait que chaque personne pense à ce qu'il va faire pour son pays. Vous avez raison. Chacun devrait penser à ce qu'il doit faire pour son pays et non attendre de son pays ce que le pays peut lui donner. Mais vous oubliez, M. Eriomi, que chaque personne, chaque Béninois, chaque Béninoise qui se lève le matin pour aller travailler, pour aller vendre de l'eau, pour aller vendre des ananas et qui paye la TVA sur sa consommation, participe au renforcement de l'État et que tout ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une politique de transparence afin que les revenus de l'État soient redistribués, soient réinjectés dans l'économie nationale pour renforcer non seulement l'économie, mais renforcer le capital social. Ce que nous défendons, c'est le renforcement du capital social. Ce n'est pas une personne. Nous ne sommes pas ici pour défendre une personne. Je n'ai rien contre M. Patrice Talon, il n'a rien contre moi, je l'espère, mais tant qu'il n'y aura pas un climat de prospérité, un climat de transparence, un climat de démocratie, un climat de diversité dans mon pays, je serai dans son dos, comme un prisonnier est dans le dos, comme un soldat est dans le dos d'un prisonnier. Je ne lâcherai pas. Donc nous ne sommes pas ici, comme je le dis toujours, seule la personne qui marche parmi des petites gens peut aspirer à la grandeur. M. Patrice Talon doit pouvoir ouvrir le débat afin de pouvoir marcher parmi beaucoup de gens, de grandes personnes, et c'est comme ça qu'on peut évaluer s'il est grand ou non. Maintenant, pour revenir à la question du projet de société qu'a évoqué M. Faustin ici, il dit que la réduction des postes diplomatiques était contenue dans le projet de société et que par conséquent, les Béninois qui conspuent
cette réduction des postes diplomatiques aujourd'hui ne devraient pas le faire parce qu'ils n'ont pas lu. Je rappelle à M. Faustin ici, je ne sais pas combien de personnes, que s'il regarde autour de lui, même tout proche dans sa famille, il y a des personnes qui ne savent pas lire. Mais que lui, il est un professeur émérite, toute sa famille n'est pas professeur émérite. Même ceux qui savent lire aujourd'hui ne peuvent pas lire, comprendre ce projet de société et l'expliquer dans notre langue nationale aux personnes qui savent lire. Compte tenu des effets de la colonisation, nous sommes obligés de parler à nos compatriotes en langues étrangères. En ce moment, vous et moi qui sommes en train de parler, nous parlons à nos compatriotes en langue étrangère, qui est le français. 90% des Béninois aujourd'hui peut-être ne comprennent même pas ce que nous sommes en train de dire. Et les 10% des Béninois qui comprennent ce que nous sommes en train de dire ne pourront même pas le leur expliquer convenablement. Donc, il y a ce réductionnisme-là de la langue qui fait que le projet de société ne peut pas être compris, qu'on ne peut pas construire. Les Béninois qui se demandent aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on réduit des postes diplomatiques. Ben, il y a des Béninois qui n'ont pas lu le projet de société, qui sont concernés par ces mesures-là. Quand vous allez à Dubaï, quand vous allez partout dans le monde entier, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui sont à l'aventure et qui sont des Béninois. Et ces Béninois appartiennent à la République, envoient de l'argent dans le pays, complètent l'économie du pays. Par conséquent, on leur doit des égards, on leur doit du respect. Je pense qu'il faut du respect aux Béninois quand on veut parler, quand on prend la parole en public. Pour venir à la question qui m'est posée concernant les postes diplomatiques. Écoutez, nous sommes dans un monde aujourd'hui, au XXIe siècle, avec la mondialisation, on ne peut pas s'isoler et penser qu'on va se développer. L'isolationnisme n'est plus d'actualité aujourd'hui. S'isolent seulement les gouvernements autoritaires qui ne veulent pas que de l'extérieur on comprenne ce qui se passe à l'intérieur. Je pense qu'il faut éviter l'isolement, il faut s'ouvrir au monde entier et il faut permettre à la diversité de prendre ses empreintes dans notre pays pour que de l'intérieur comme à l'extérieur, dans une certaine complémentarité, nous puissions tous bâtir notre pays. Il ne sert à rien de s'isoler. Les postes diplomatiques ont été en place avant Patrice Talon et ont été bien soutenus. Ce n'est pas Patrice Talon qui nous dit aujourd'hui que depuis 5 ans, il fait de la croissance, que la croissance du PIB a augmenté, que nous sommes passés de 5% à 6,5 jusqu'à 7%, qui nous dit en même temps, mais moi, il faut que je puisse faire, comment on appelle, dégraisser l'administration publique, il faut fermer des entreprises publiques, il faut aussi fermer des postes. Mais en ce moment-là, cette politique d'austérité-là, est-ce qu'elle n'est pas en contradiction avec les chiffres qu'on met en avant? Vous savez, les chiffres et les indicateurs qu'on met en vitrine en politique servent à l'extérieur de comprendre le réel de la façon dont on veut les vendre. Mais tronquer les chiffres, les faits les dévoilent. Par conséquent, je pense que nous devons être honnêtes nous-mêmes et comprendre qu'on ne peut pas être aussi prospère économiquement et ne pas pouvoir, comment on appelle, payer ses charges et réduire des postes alors qu'on en a forcément besoin. Pour ma part, ce qui nous donnez-moi une minute, cet innovationnisme n'est pas de notre époque. Pour finir, je dirais ceci. Monsieur Faustin a ici, vous avez parlé tout le long comme si vous étiez membre du gouvernement, comme si vous étiez l'oreille ou la bouche de M. Patrice Talon. Alors, je vais demander à l'oreille ou à la bouche de M. Patrice Talon, au nom des Béninois, de nous dire où se trouve le corps de Mme Aboussou. Je vous remercie. Merci beaucoup. Professeur Aimé Abolonta, vous pouvez donner quelques éléments d'appréciation sur la nouvelle carte diplomatique et puis partager votre mot de fin avec nous. Allez-y, en quelques minutes comme les autres, environ 3 minutes. La nouvelle carte diplomatique du Bénin se dessine dans le même contexte où des ambulances ont été achetées avec une surfacturation. Mais alors, à faire mourir 15 fois de suite un même cadavre, et où le soumissionnaire a été interpellé en fait après dénonciation d'une structure qui veillait enfin, à une certaine intégrité des rapports entre citoyens. Le soumissionnaire a utilisé un faux document. Et dans le contexte de la justice où nous sommes,
qu'ont fait les adjudicateurs pour que le monsieur reçoive quand même le marché. Mais en plus, fait énorme. Qu'est-ce qui est arrivé après? Quand l'on a fini par vouloir faire semblant d'interpeller le soumissionnaire, eh bien, pour l'exonérer, personne n'en connaît, enfin pas le grand monde n'en connaît encore, n'en connaissent encore la raison. C'est que ce ne serait pas lui, en réalité, qui aurait falsifié le document, même si c'est lui qui l'a utilisé dans son dossier de soumission, mais un collaborateur, auquel cas il ne saurait être poursuivi et personne ne saurait être poursuivi dans ce dossier. La réorganisation de la carte diplomatique de ce pays se passe dans un contexte où un jeune, brillant économiste, journaliste économiste, utilise des chiffres puisés sur le site du gouvernement et fait une analyse journalistique. Mais alors, depuis 2 ans, à peu près maintenant, bientôt, est persécuté et fait un aller-retour du tribunal à chez lui. Je vous passe toutes les autres formes de persécution dont il est victime. Chez lui, d'agression en agression, il est obligé de déménager, d'aller ici, d'aller là, pour pouvoir survivre. C'est dans ce contexte-là, monsieur Jossou, que se passe le rechemisement de la carte diplomatique du pays. Et c'est dans ce contexte que M. Riyomi demande aux pauvres parents de Dame Amoussou d'aller interpeller une structure sous contrôle du président Talon. En fait, bref, je vais vous lire une conclusion que j'avais préparée pour mes convictions par rapport au ministère, à la santé dans ce pays. En fait, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme, écoutez bien la définition, un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité. Fin de citation. Cette définition, prise dans son esprit et dans sa lettre, risque de nous enfoncer dans une énorme difficulté, voire une impossibilité d'atteindre jamais de cet état de bien-être au 2-2-9 pour la grande majorité de nos concitoyens. En fonction de cette définition, ou même dans une considération à minima stricte, la santé des Béninois ne s'est guère améliorée, pas plus aucune autre des sphères de l'heure au jour le jour d'ailleurs. En effet, depuis bientôt 5 ans, les voilà tous condamnés à se serrer la ceinture, au point où leurs hanches ont même disparu sous la pressurisation ininterrompue de ce serrage, pendant que nos bourgeois gentilshommes politiques croulent de misère sous les milliards à eux octroyés. Il est vrai que dans notre économie intermédiaire qui progresse en griffe, les Béninois ont certainement faim, mais sont heureux. François Valentin, vous avez encore 30 secondes. Laissez-moi finir au moins mon mot de fin, s'il vous plaît. Vous m'interrompez, vous m'ajoutez 16 secondes. Dixit, un de ces bourgeois gentilshommes. Hérésie quand tu nous frappes. Pour être plus sérieux, le gouvernement de la rupture a plutôt opté de ne pas faire du secteur de la santé un des axes de fort intérêt stratégique, malgré les coups de communication politique pour faire croire le contraire. Pourtant, une petite connaissance de ce qu'est réellement le développement aurait dû forcer à comprendre que le secteur de la santé est le pilier fondamental de la notion de développement, d'autant plus lorsque ce pilier est géré au mieux-être des couches les plus vulnérables, ceux-ci constituant la main-d'œuvre la plus étendue en termes de nombre relevant du capital humain que le projet Arche tend à vendre. Seuls des citoyens en bonne santé physique et mentale constituent de véritables acteurs du développement. La mise en place d'un cadre, et je vais en finir, la mise en place d'un cadre juridique tel, et ça c'est une suggestion au gouvernement, telle une loi cadre sur le secteur de la santé et qui institue une allocation minimale budgétaire
des 15% du budget national au secteur de la santé, conformément aux recommandations dites d'Abuja, est un impératif qui ne devrait souffrir d'aucune compromission. Ceci devrait venir loin devant les asphaltages, des jardins de fleurs, des statues en lieu et place d'hôtels de 15 milliards, etc., dans une économie essentiellement de services et certainement loin, très loin devant l'achat des consciences de bourgeois gentilshommes réunis en regroupement politique de service à un individu faisant la pluie et le beau temps de son pouvoir de président. Cela, tout ministre de la Santé devrait l'exiger, l'obtenir ou démissionner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier, professeur Avalonto, professeur ici, monsieur Richard Boni et puis Jean-Noël Eriomi, pour votre indulgence tout au long de cette émission. On a dépassé largement le temps prévu. Malgré ça, on n'a pas abordé, on n'est pas allé en profondeur sur tous les points qui étaient prévus à l'ordre du jour. Mais c'est les contraintes d'une émission telle que nous organisons en ligne ou bien à la télévision. Je voudrais quand même vous remercier pour votre disponibilité. Je remercie aussi tous les internautes qui sont restés avec nous. Il y a eu beaucoup de commentaires. Quand vous aurez un bout de temps, vous pouvez aller sur la page Facebook pour pouvoir regarder les commentaires. Je rappelle que cette émission sera disponible sur YouTube et vous pouvez la réécouter. Donc, comme je l'ai dit en introduction, ça fait partie d'une série de 2 émissions que j'avais souhaité sur le PAG. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire le cloisonnement. C'est difficile de faire le cloisonnement, de séparer l'économie de la santé ou bien l'environnement, du sport. Et tout était... On